Eh bien, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, William. Bonjour Justin, ça va bien? Ben oui, merci. Ben Et oui. bienvenue à cette première émission de Remue Ménage, une émission qui a pour but d'accueillir des invités, d'en apprendre sur leur parcours de vie et après ça, de tenter de faire une fabulation d'une mise en scène. Oh yes. On va voir, premier épisode, on va voir comment on va faire ça. Ben oui, bien content de participer au premier épisode. Oui, fait que William, t'es mon premier invité parce qu'aussi, à certains moments, tu vas être co-animateur. Oui, ben oui. Puis là, je voulais, pour le public, l'entourage, les confrères, qu'on Et apprenne... consoeurs. Et consoeurs, qu'on apprenne à te découvrir. Fait que William, Parfait. t'es-tu prêt à passer l'entrevue? Oui, je suis prête, là, je suis nerveux, là. Je sais pas ça va être quoi les questions, là. Des questions bien simples. Premièrement, tu viens d'où, William? Ben moi, Justin, je viens du ventre de ma mère. Pour commencer, ça part là. Bah, ok, tu le couperas, là, ça part bien. Non, pour de vrai, je viens de Châteauguay. Fait que je réside pas loin d'ici, là, à peu près à 2 minutes, là. Je sais pas si j'ai besoin de donner mon adresse, code postal, tout, je peux le faire si tu veux. Mais en tout cas, je reste vraiment pas loin d'ici. Puis, dans le fond, j'ai grandi à Châteauguay. J'ai fréquenté la petite école de la Rive au primaire, collège héritage au secondaire, juste au bord de la rivière, qui sont les deux à 5 minutes de marche de chez moi. Fait que, ouais, un petit gars de Châteauguay, là. Ben oui, puis c'est là qu'on s'est rencontrés aussi, là, au Collège Héritage. Yes, à partir de la 5e année, primaire jusqu'à secondaire 5. Cégep, Cégep après ça. à l'université, on s'est quittés. Ouais, à l'université, on a eu 2 passions différentes. Mais là, c'est là qui est intéressant. Ça amène à la prochaine question. Yes. Monsieur Black, Oui. c'est quoi ton parcours de vie? Ben, c'est ça. Ben, parcours de vie, on a résumé déjà un peu. Au primaire, après ça, de la Rive, secondaire, collège héritage. Puis après ça, ça venait le temps d'aller au cégep. Puis dans notre région, on a pas mal 2 possibilités. Il y en a peut-être plus que 2, là, mais principalement 2, là, le cégep de Valleyfield et le cégep André Laurando. Puis les 2 ne m'inspiraient pas confiance. Je sais pas pourquoi. L'ambiance, j'allais là, je me sentais pas chez moi. Je trouvais ça impersonnel. Et bien d'autres choses, là. Fait que moi, j'ai vu le collégial international de Sainte-Anne à la Chine, puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est privé, mais c'est ça m'intéresse d'aller là. Parce que, justement, ben oui, tu payes plus cher parce que l'éducation au cégep au Québec, ça coûte rien, mais si tu vas au privé, évidemment, faut que tu sortes tes bidous, comme partout au privé. Mais il y avait des bourses d'excellence qui étaient remises. Moi, j'en avais. Fait que, tu sais, je payais pas le plein tarif non plus. Puis, je trouvais que on est allé faire une visite là. Je pense qu'on était ensemble, justement, cette fois-là. Il me semble que oui. Avec Chris aussi, notre chum Chris qui était là. Puis, la visite du cégep comme tel, c'est vraiment un petit espace. 300 étudiants au niveau collégial. Très, très familial comme ambiance. Les profs sont là pour nous aider. Puis, tu sais, là, nous, malheureusement, on était là pendant la période de la COVID. Fait que c'était vraiment... On n'a pas pu bénéficier de tous les aspects du collégial, mais c'était quand même une expérience que moi, j'ai trouvé quand même le fun pour certains cours. D'autres cours qui ont été plus difficiles, mais comme... T'as fait quel programme? Sciences naturelles, profil santé. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que moi, le domaine de la santé m'a toujours intéressé. Là, l'aspect nutrition, kinésiologie, ça m'a toujours intéressé. L'activité physique, le sport, tout ça. Les saines habitudes de vie. Fait que, c'est ça. Je me suis dirigé vers le profil de la santé sans trop savoir ce que je voulais faire. Mais j'avais tout le temps ça en background dans ma tête. Puis après ça, ben, quand c'est venu le temps d'appliquer pour les universités, ben là, j'étais allé en nutrition. J'ai été accepté à McGill. J'ai été accepté aussi à l'Université de Montréal. J'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal. Puis là, ben, je m'apprête à terminer mon bac dans 2 mois. Là, je vais avoir fini. Là, je vais être diplômé de nutrition. Tu dois être content. J'ai tellement hâte, là, t'as pas idée. Après 4 ans, là. Ouais, 4 ans de bac. Là, c'est un bac de 4 ans. Là, 3 ans et demi pour McGill puis Québec. Puis à Montréal, c'est ça, c'est 4 ans. Là, c'est interminable. Mais ça fait partie de la game. Fait que je suis en train de finir ça. Là. Puis ça, ton intérêt de la nutrition, ça vient d'où? Ben, je te dirais qu'à la base, avec mes allergies alimentaires, j'ai mon bracelet sur moi comme je l'ai tout le temps, il a toujours fallu que je fasse attention à ce que je mange, étant donné que je suis allergique aux œufs, aux noix, aux arachides, je suis allergique au pollen, à plein d'affaires. Fait qu'il faut que je fasse attention à ma nutrition. Mes parents, ils m'ont tout le temps, se sont tout le temps arrangés pour que je sois bien alimenté. Puis, par moi-même, j'ai commencé à lire les étiquettes, justement, pour savoir si je pouvais en manger ou pas. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire du sport quand j'étais jeune. Puis là, rapidement, j'ai vu comme l'importance de la nutrition, l'importance du sommeil, l'importance du sport, tout ça. Fait que moi, je suis dans un cycle de vraiment... Les habitudes de vie, pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dirigé en nutrition pour aller plus dans l'aspect nutrition sportive, justement, là, travailler avec les athlètes, les équipes sportives,
La nutrition, c'est un domaine qui est vaste, il y a beaucoup de compétences qu'on peut faire, là, dépendamment si on travaille en clinique, en santé publique, en gestion, même en agroalimentaire, en nutrition sportive. Il y a même des communications en nutrition. Fait que, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut choisir. Fait que ça aussi, je trouvais ça intéressant. Mais oui, à la base, c'est la nutrition sportive qui m'intéresse le plus. Là. Yeah! Ouais, C'est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse. Yes! Puis là, t'es sur le bord. Je Oui, le je suis sais sur le bord. personnellement, tu sais que t'avais hâte de terminer. Ouais. Là. Puis c'est quoi un petit peu... Tu sais, là, t'étais à l'UDM pour le bac en nutrition. Ouais. C'est quoi exactement qu'est-ce que tu vois, le cours théorique, la pratique? Y a-tu des stages? Ouais. OK. Ben, en gros, la façon que c'est fait, c'est les 2 premières années, il n'y a pas de stage, vraiment. Là, on finit la 2e année avec un stage, là, mais au début, c'est vraiment juste des cours magistraux. Fait que là, c'est beaucoup... on est dans les salles de classe, on fait nos cours magistraux. On a des labos un petit peu. Là, on va en cuisine, nous, faire ce qu'ils appellent sciences des aliments. Fait que là, on fait de la cuisine, littéralement. On a un cours en 2e année de gestion de services alimentaires. Pour, dans le fond, gérer une cuisine d'hôpital, dans le fond, là, ou de CHSLD, ou de milieu hospitalier, dans le fond. Là. Puis même, on peut gérer des cuisines au privé. Là. Fait que, mettons, moi, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Là. Écoute, c'est pas grave. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on fait beaucoup de cours magistraux au début. Là, progressivement, à partir de la fin de la 2e année, 3e année et 4e année, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de stages. Fait qu'on va faire 3 stages dans le domaine clinique. Quand je dis domaine clinique, ça va être les CLSC, les hôpitaux, soutien à domicile, CHSLD. Fait que c'est principalement ça. Il y a 2 stages en santé publique. La santé publique, c'est l'aspect plus populationnel, là, général. Fait que souvent, on va travailler pour le gouvernement. Puis c'est plus des campagnes globales. Là, par exemple, un club des petits déjeuners, la tablée. J'ai fait un stage il n'y a pas longtemps, la tablée des chefs à Longueuil. Okay. Que dans le fond, ils font des cours eux, principalement, ce qu'ils font, c'est des cours parascolaires dans les écoles secondaires. Fait que, mettons, nous autres, dans le temps, on faisait du volleyball ensemble au secondaire. Ben là, à cette heure, il y a la tablée des chefs, que c'est les brigades culinaires, ça s'appelle, puis ils font de la cuisine sur les heures parascolaires, dans le fond. Ah ouais? Dans les écoles. Fait qu'on aurait pu faire ça au collège, mettons. Fait qu'ils engagent un cuisinier, puis ils font de la cuisine avec les jeunes, puis c'est... Honnêtement, j'étais allé voir ça, là, c'est super le fun. Fait que ça c'est l'aspect plus santé publique. Puis sinon, après ça, les autres aspects, là, comme je t'ai parlé tantôt, communication, nutrition sportive, on en voit très peu dans le bac. Puis ce que la majorité des nutritionnistes vont dire, c'est que tu apprends 50% de tes trucs dans le bac, puis 50% tu vas l'apprendre sur le tas à force de développer ton expertise dans le domaine de ton choix, dans le fond. Là. Puis ça, le 50%, ça rentre-tu dans les stages qu'ils vous font faire ou c'est plus tard quand tu vas être sur le marché du travail? Non, ben cette métaphore-là, dans le fond, c'est que on fait notre bac, là, fait que 4 ans avec les stages, tout ça, ça fait comme un 50%, puis après ça, le reste de l'expertise va se développer sur le terrain. Okay. Comme beaucoup de professions, mais nutrition, vu qu'il y a tellement de différents domaines d'expertise, que tu peux pas tout voir dans le bac. Puis là, déjà, le bac, il est comme 4 ans, ils peuvent pas l'extensionner encore plus, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait sur le terrain. Là. Comme en stage, là, c'est là vraiment que on a beaucoup de réajustements qui se font parce qu'on voit beaucoup de trucs à l'école, mais là, en ce moment, je suis dans un stage, par exemple, clinique, puis il y a des trucs que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai vu. Fait que là, essayer de me remettre dedans, c'est vraiment difficile, là, tu sais. Fait que ça prend une bonne capacité d'adaptation. Ah, tu vois, je trouvais ça aussi difficile. Tu sais, ce que tu apprends à l'école, c'est pas nécessairement non plus ce qui s'applique en stage au travail. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas te servir, dépendamment du domaine que tu choisis. Puis après ça, oui, également, il y a beaucoup de trucs qu'on met pas assez d'emphase dans le cursus, dans les cours magistraux. Mais ça, tu sais, ça serait un gros changement à établir, mettons. C'est ça, j'allais te demander, les points forts puis les points faibles. Parce que toi, tu as aimé ton bac. Ben, globalement, l'expérience, je dirais, c'est assez neutre. Là. J'ai beaucoup de trucs que j'ai aimés, j'ai beaucoup de trucs que j'ai pas aimés. Une des forces, ça serait justement l'aspect où t'as différents domaines d'expertise, là, comme je nomme depuis le début. Là. On peut voir tout ça. Donc, toi, par exemple, si tu dis, moi, la santé publique, c'est pas pour moi, ben là, tu peux te diriger en gestion, tu peux te diriger en clinique, tu peux aller en communication. Mais le problème, c'est ça, c'est que dans le bac lui-même, il faut que tu vois tout ça malgré tout. Il n'y a pas comme de tronc commun, puis après ça, tu te spécialises. C'est comme tout le monde fait un peu de tout, là, t'sais. Fait que c'est ça. Fait que des fois, quand tu es dans des domaines que tu sais que tu n'as aucun intérêt à faire dans le futur, ben
là, tu trouves le temps long. Faut que tu fasses quand même un certain programme. Puis ça fait. Ben, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça aussi au secondaire pour au cégep. Puis, tu sais, dans notre cheminement en général, c'est comme, ben, tu sais, on va faire des maths. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse, la littérature, puis d'écrire des livres ou créer des chansons, whatever, ben là, tu vas trouver le temps long en mathématiques. Là, c'est le maudit principe de l'entonnoir. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis, c'est un bac que tu recommandes? Parce que s'il y a des téléspectateurs qui sont. Ben oui. Sont nombreux, là. Sont nombreux. Ou, tu sais, les retraités là, qui veulent retourner aux études. Oui, ben oui. C'est-tu un bac que tu recommanderais? Les retraités qui veulent retourner aux études, justement, il y a l'école de printemps des aînés de l'Université de Montréal. Puis ils font ça à l'Université de Montréal à chaque printemps. Là, je pense que c'est autour du mois de mai, pendant une semaine. Puis vous allez vous présenter à l'Université de Montréal. Puis là, ils ont fait un partenariat avec les Groupe Maurice. OK. Puis là, ben, il y a des personnes âgées qui vont à l'Université de Montréal puis vont prendre des cours de nutrition juste pour en apprendre plus sur la nutrition avec le vieillissement. Fait que tu sais, l'importance d'activité physique. Ils réitèrent l'importance d'activité physique, la consommation de protéines, suffisamment d'énergie, les besoins en vitamines et minéraux avec l'âge, tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec la ménopause, tout ça. Ben là, en fait, ils ont passé la ménopause depuis beaucoup d'années, là, rendu au groupe Maurice. Là. Mais en tout cas, fait qu'ils touchent aux aspects nutrition et activité physique associés au vieillissement, dans le fond. Là. Fait que, ouais, non. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire ça. Sinon, s'il y a du monde qui veulent se diriger en nutrition, moi, j'ai pas vraiment de parti pris par rapport à l'université que vous voulez choisir. Il y a l'UDM qui donne le programme McGill puis l'Université Laval à Québec. C'est les trois. Dans le fond, McGill, Laval, c'est 3 ans et demi. UDM, c'est 4 ans. Après ça, tu sais, McGill, c'est en anglais, évidemment, mais il y a beaucoup de cours qui sont quand même en français. Tu peux remettre tes travaux en français, je pense. Fait qu'après ça, la question de la langue, pour ça a beaucoup changé quand même aussi. Mais est-ce que je recommande à l'Université de Montréal? C'est sûr que oui, quand même. Là. Ça peut être... Sur 4 ans, il y a peut-être plus de stages, ou sinon ils prennent le temps de bien expliquer la matière. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, globalement, les cursus se ressemblent beaucoup d'une université à l'autre, comme standardisation qui est faite des programmes nécessairement. Puis après ça, nous, on a une formule 4 ans, mais ça fait que nos étés, on avait des périodes de 4 mois. Là, versus s'ils font 3 ans et demi, des fois, il y a des stages durant l'été. Ah, c'est plus intense. Fait que dans le fond, ça revient au même. Ouais. Ça revient sensiblement au même. C'est juste que là, qu'est-ce que t'aimes mieux pendant l'été? T'aimes-tu mieux travailler, voyager? Là, t'as plus le luxe de choisir ça versus là, l'école t'impose des stages durant l'été. Là. C'est comme ça dans beaucoup des domaines de la santé. Là. Tu vas avoir des internats pendant l'été. Là. Puis là, tantôt t'expliquais la nutrition sportive qui t'intéresse. C'est-tu quelque chose, quand tu finis ton bac, que tu vas avoir accès directement ou ça va prendre des années de faire dans une clinique? Parce que toi, c'est le privé ou le gouvernement qui t'intéresse? Ben ça c'est une autre bonne question, dans le fond, parce qu'au public, je pense pas vraiment qu'il y a de nutrition sportive qui se fait. Je serais bien étonné d'apprendre ça. Mais c'est vraiment plus dans le domaine privé, dans le fond. Puis les différentes options qui existent, il y a le Nautilus. Je sais pas si tu connais un peu cette chaîne-là. Il engage des nutritionnistes, il engage des kinésiologues aussi. Qui sont sur place, là, qui travaillent pour la franchise. Exactement. Puis il y en a, il y a beaucoup d'offres d'emploi en ce moment, dans tout en général, on va se le dire. Il y a une grosse manque de main-d'œuvre en général dans le domaine de la santé. Mais spécifiquement pour les jobs en nutrition aussi, là, il en manque énormément. Fait que il y a les gyms dans le fond, fait que Nautilus, il y en a plein d'autres, là, des indépendants. Il y a des entreprises privées qui se sont développées. Là. On ne veut pas leur faire de sponsorship non plus. Là. On n'est pas. Ils ne commanditent pas non plus, mais il y a Équipe Nutrition, il y a NutriSimple qui existe, il y a Isabelle Huot, je pense qu'il y a comme une équipe, en tout cas. Okay. Fait qu'il y a différentes cliniques privées qui existent. Puis eux, dans ça, évidemment, vont avoir des clients de nutrition sportive. Donc, c'est possible d'intégrer une de ces équipes-là puis de se spécialiser en nutrition sportive. Puis, honnêtement, il y a des besoins dans tous les domaines en ce moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec un client one-on-one, comme on fait là, avoir une discussion avec la personne, c'est qui me drive le plus. Là. Fait que pas un sport d'équipe, un sport, tu sais, individuel. Ben, ça pourrait être un sport d'équipe aussi, là, tu sais... c'est un peu classique de dire hey, moi je veux être le nutritionniste du Canadien de Montréal, là, mais c'est comme de quoi qui serait quand même cool.
Ouais, c'est quelque chose que t'aimerais. Ouais, ben tu sais, on avait une de nos profs là, qui était nutritionniste pour le CF Montréal, dans le fond. Là. Ah ouais. Ouais, puis breaking news, mais les gars du CF Montréal, ils écoutent zéro les conseils de nutrition. Là. Parce que dans le sport, il y a comme qu'est-ce qu'on appelle la culture du sport. Fait que si mettons, si on a toujours fait ça de même, on va continuer à faire ça de même, peu importe qu'est-ce que la science nous dit, qu'est-ce que les professionnels nous disent souvent. Fait qu'il n'y a pas juste ça en nutrition, là. Il y a ça en kin, en physiothérapie, dans plein de domaines. Tu sais, mettons, par exemple, elle aussi, cette prof-là, a travaillé avec des boxeurs. Puis, tu sais, mettons, eux, ils ont des processus de coupe de poids vraiment agressifs, là, pour faire la pesée. Puis après ça, ils réhydratent, ils reprennent des glucides, puis là, ils remontent vraiment leur poids. Fait que, tu sais, ils font la pesée, mettons, à 168, puis ils vont se battre à 185. Là, tu sais, il va devenir un monstre entre les deux. Mais pour se rendre à 168, il faut qu'ils fassent des protocoles qui sont vraiment intenses de déshydratation. Puis c'est pas tout le temps sécuritaire. Fait que, tu sais, même si nous, on arrive avec notre conseil de professionnel de la santé, de dire, ah ben, moi, je ferais ça de telle façon. Mais il y a une culture du sport qui dit, ouais, mais tu sais, Mohamed Ali le faisait de même, Mike Tyson le faisait de même, fait que pourquoi moi je t'écouterais toi, tu sais. Même si on a des données probantes, même si on a des évidences scientifiques qui indiquent que ce qui se faisait par le passé, évidemment, n'était pas nécessairement sécuritaire, ben, tu sais, il y a une culture du sport, tu sais, comme au soccer, par exemple, elle nous expliquait que cette idée-là que les joueurs veulent pas manger durant le match, ils veulent pas boire nécessairement parce qu'ils veulent se sentir légers. Là, le soccer, il y a beaucoup de courses, beaucoup de déplacements. Mais on sait très bien que dans un sport d'endurance, c'est pertinent de venir prendre du Gatorade, de venir prendre des glucides, des électrolytes pour justement avoir plus d'énergie, ou ressentir moins l'effort dans le fond. Là. Fait que, puis là, eux autres, ils appliquent pas ça. Tu leur dis, ben, tu sais, pendant l'halftime, ça serait peut-être une bonne idée, justement. Ben oui. Réhydrate, Gatorade, whatever, des fruits, jus d'orange, whatever. Tu sais, juste de quoi pour se réhydrater, avoir plus d'énergie, puis arriver au deuxième demi, puis être plus. Ça aiderait pour la performance un peu. Mais eux, non, culture du sport, nous, on joue léger, on mange pas, puis on fait juste manger après le match, là, tu sais. Même pas une gelée. Tu sais, les coureurs, comme les là, ils ont des ouais, gelées. ça, c'est ça. Puis ça s'améliorait en c'est plus, ça. là. Puis là, après ça, c'est là que la nuance arrive aussi, c'est que dans... Tu sais, plus que l'effort d'endurance est long, tu mettons une game de soccer, c'est 90 minutes, fait que tu sais, c'est long, mais au niveau de l'endurance, c'est pas si long que ça, dans le sens où quand on va parler de quelqu'un qui fait un marathon, là, tu tombes dans le 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 4 heures. Là, à partir de là, la nutrition devient... Plus c'est long, plus la nutrition devient importante. T'as pas le choix de prendre des glucides, de te réhydrater, de prendre des électrolytes. Parce que là, à un moment donné, là, tu vas juste casser. Puis là, souvent, les gens, justement, les coureurs, c'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre la nutrition plus au sérieux, les cyclistes, tout ça, parce que l'effort d'endurance il est tellement long que t'as pas le choix de nous écouter. Puis là, si on te dit, ben regarde, je pense que ça serait pertinent, toi, tu sues à tel niveau, ben ça serait pertinent que tu prennes du sel, que tu prennes du sucre, whatever, pendant que tu fais ton vélo. Là, fait que... Ah, c'est sûr, parce qu'ils veulent éviter des évanouissements ou des feintes. Ouais. Puis aussi, après ça, c'est surtout quand ça vient dans un contexte de performance que là, c'est quoi il faut que je fasse pour performer le mieux? Ben là, on va regarder leur hygiène de sommeil, hygiène de juste alimentaire, protocole d'entraînement. Ben là, tu sais, évidemment, les kins sont spécialisés là-dedans, les physios aussi, là. Mais, tu sais, on peut quand même discuter avec les gens, puis quand tu vas en nutrition sportive, il faut que tu sois quand même capable de comprendre c'est quoi le sport que la personne fait, puis voir un peu c'est quoi les règlements, puis tout ça. Tu sais, comme mettons, tu peux dire à un joueur de tennis, ouais, ben ça serait bon que tu manges pendant ta game, mais s'il n'y a jamais de pause pendant une game de tennis, mettons, ben lui, il peut pas manger. Il faut que tu connaisses les règlements de chaque sport. Là. Là, c'est ça, ça embarque dans tes ambitions de carrière. On sait, nutritionniste sportif. Ouais. Je t'ai demandé équipe ou individuel. Mais là, la prochaine question, c'est ça. Mais la prochaine question, tu veux-tu te spécialiser dans certains sports ou tu veux accepter n'importe quel sport, que ce soit... Parce que tu as dit hockey, tu as dit boxe, tennis, course. Ouais. Mais il y en a, tu veux-tu plus te spécialiser en hockey ou ben un sport ou deux? Honnêtement, on y va avec ce qui passe. Là. Honnêtement, dans ce milieu-là, c'est quand même... Je pense que c'est quand même assez contingenté dans le sens où il y a beaucoup de nutritionnistes quand même qui veulent faire ça, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'emplois disponibles peut-être, ou en tout cas, ça prend un bon réseau de contacts pour s'établir dans ce milieu-là. Mais ouais, c'est sûr que moi, je vais prendre tout ce qui passe, honnêtement. Là. Fait qu'à la limite, là, la prof, qu'est-ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle a commencé au Nautilus pendant quelques années, justement. Puis là, tu vois un peu de tout au Nautilus. Là. Tu vois au final, quand tu es dans un gym, tu vois des gens qui s'entraînent, puis souvent, ils vont s'entraîner parce que je fais de la natation, puis là, je veux faire du renforcement, ou je fais tel autre sport. Fait que finalement, si tu es leur nutritionniste, par le biais du gym, ben, tu apprends quand même à voir un peu tous les sports. Là,
Ouais. Fait que, Ils viennent au gym développer certains muscles ouais, pour après ça, puis là, après ça souvent, évoluer dans d'autres sports. Puis là, évidemment, la nutrition, c'est beaucoup la perte de poids, là, qui revient beaucoup encore aujourd'hui. Là. Fait que, ça, c'est sûr que c'est une clientèle qu'on a. Si tu veux gagner ta vie là-dedans, ben, t'as comme pas le choix un peu de te développer là-dedans, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont ça comme objectif. Puis c'est encore possible de le faire, même si notre environnement alimentaire est de plus en plus obésogène. Ouais. C'est le mot. C'est le mot qu'on apprend dans nos cours. Ben, Will, t'es un passionné. Tu savais ça? Ah ouais, hein? Tu parles, t'es intéressant. Bon. Tu connais ta matière. Yes. On voit que t'as passé 4 ans Oui, à écouter. un moment donné, ça va servir à quelque chose. Payer 16 000 $, ce bac-là, j'espère que ça sert à quelque chose. Mais, tu sais, t'es-tu quelqu'un qui s'entraîne? T'as Oui, l'air- quand t'as même l'air un peu. En forme, là. Yes. Tu pratiques des Merci, sports. Justin, ouais. Je connais les scoops, là. Je sais que tu fais du baseball. Ben oui. Mais, y a-tu, tu sais, là, la nutrition, l'entraînement physique, c'est important pour toi. Ouais. Tu sais, la bonne hygiène, là. Ouais. C'est-tu des événements clés, tu sais, des moments clés qui se sont passés antérieurement? Qu'est-ce Ok, qu'ils ont ouais. fait? Tu sais, Qu'est-ce qui m'a amené c'est vers ces ça, sports-là? parce que, ouais. tu sais, admettons qu'il y a un métier qui t'intéresse Mhm. ou une ambition professionnelle, il y a quelque chose Ouais. qui s'est déclenché dans ton passé. Mhm. Fait qu'est-ce qui t'a donné le goût, justement, d'aller dans ce monde-là? La nutrition, la ouais. santé. Ben, tu sais, on en a parlé un peu au début avec les allergies alimentaires. C'est sûr que la nutrition, c'était comme moi aussi primordial. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'allergie peut juste prendre n'importe quoi dans un buffet puis manger. Moi, c'est pas ça, là, évidemment. Après ça, pour ce qui est, on peut y aller vers le sport, là, ça va être plus intéressant, je pense. Là. Mais globalement, j'ai une famille de sportifs. Là. Mon père est grand sportif, ma mère aussi, beaucoup d'activités physiques. Fait que déjà très, très jeune, mon père, quand il a vu que j'étais gaucher, il capotait parce que, tu sais, à chaque fois que ma mère me donnait une cuillère dans la main droite, moi, je switchais dans la main gauche. Puis là, mon père était comme, ça va être un lanceur au baseball, ça va être un lanceur au baseball. Là, il était fier, là, il était content. Fait que là, à 3 ans, 4 ans, il a commencé à me lancer à la balle, puis à essayer de me montrer le baseball, comment attraper une balle, comment lancer, puis tout ça. Puis évidemment, comme n'importe quel enfant de 4 ans pas coordonné, j'étais vraiment pas bon. Le baseball, c'est un sport vraiment difficile, by the way, pour les jeunes. Là. C'est un sport qui demande beaucoup de technicalité quand on est jeune, versus par exemple le soccer, qui est un sport vraiment plus accessible pour les jeunes. Tu fais juste courir puis tu kicks un ballon. C'est vraiment facile pour de vrai. C'est un sport qui est quand même vraiment difficile d'atteindre les hauts niveaux quand même. Mais à la base, là, c'est juste tu cours et tu kicks un ballon. Fait que c'est pas tant compliqué. Basketball, même chose. Il y a des sports plus faciles que d'autres. Baseball, frapper une balle, avoir le bon timing, là, c'est d'un clignement de yeux, la balle est déjà passée. Il y a une coordination. Attraper une balle, il y a beaucoup de coordination. Fait que ouais, baseball depuis que je suis jeune, je joue encore l'année passée, là, fait que ça fait, je dois avoir joué quasiment 15, 16, 17 ans dans ma vie. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie, softball aussi, tout ce qui est en lien avec le baseball, je triple là-dessus. Jouer dans des plus hauts niveaux, là, je suis plus dans un niveau local, juste pour le fun, jouer avec mes amis. Fait que ouais, sport d'équipe, j'ai fait ça pendant longtemps, on a fait du volleyball ensemble. Au secondaire. T'étais bon en plus, là. Ben je me souviens, oui. volleyball puis basketball. Ouais, je faisais un peu de basket. Basket. Badminton, t'étais bon aussi. Là. Ouais, badminton. T'étais gaucher. Ben oui, c'est ça. Fait que là, j'ai la twist du gaucher dans tous les sports que je fais. Mais ouais, sinon. Puis, à un moment donné, comme pas mal tous les gars qui ont commencé à s'entraîner au gym au début, c'était pour s'améliorer dans un sport. Puis finalement, leur sport, c'est devenu d'aller au gym, dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui font faire cette transition-là. Fait qu'à peu près à l'âge de secondaire 3, là, à peu près, là, fait que 14-15 ans, j'ai commencé à m'entraîner au gym. Ben juste chez nous, faire des push-ups, whatever, là, juste avec poids du corps. Puis après ça, je me suis inscrit au Polydium, Feu Polydium, qui est mort, ils ont crissé le boule dedans. Je suis tellement déçu, là. En tout cas, fait que ça, c'était le meilleur gym. Fait que j'ai commencé à aller au Polydium. J'étais là pendant des années, je me suis entraîné. Un moment donné, j'aimais tellement ça que j'ai commencé, je me suis développé un gym chez nous. Fait que j'ai acheté un rack à squat, des barres, des plates, des haltères, fait que tout ça. Fait que là, maintenant, je m'entraîne chez moi. Puis j'ai transitionné, dans le fond, au début, je faisais juste m'entraîner classique, comme un culturiste, un bodybuilder. Puis, à un moment donné, j'ai transitionné vers le powerlifting parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Dans le fond, je vais le décrire pour les auditeurs. Ouais, j'allais te demander ça. C'est un sport qui est quand même un peu plus niché, là, qui gagne en popularité depuis les dernières années. Fait que, en français, dynamophilie, dans le fond. Fait que Fédération Dynamophilie Québec, yes sir. J'étais dans cette fédération-là. Puis, dans le fond, le powerlifting, c'est 3 levées. C'est un sport qui est cousin avec l'haltérophilie. J'aime ça le présenter de cette façon-là. Fait que l'haltérophilie, on va avoir le snatch, fait que, qui est le... C'est quoi en français? L'arraché. Puis on va avoir épaulé, jeté. Fait
Fait que ça, c'est à l'haltérophilie. Puis dans le fond, powerlifting, c'est 3 mouvements, dans le fond. Fait que c'est un triathlon. Fait qu'on va avoir le squat. Fait que ça, dans le fond, faut que je fasse une démonstration. Tu peux la faire. Ok. C'est des caméras fixes. Hein, Ouais, non, c'est ça. Reste Faut que je reste assis, c'est ça. Sinon, le technicien sera pas content. Ouais, non, Mathieu c'est sera pas content. Mathieu va capoter. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le squat, on a la barre sur les épaules, puis là, on descend, on fait une flexion des genoux. Faut descendre en bas de 90 degrés, puis on remonte. Après ça, bench press, mouvement classique de gym. Fait qu'on est couché sur un banc, puis là, bon, on amène la barre à notre chest, puis on pousse. Puis finalement, deadlift, que dans le fond, la barre est par terre. C'est un soulevé de terre en français. Fait que dans le fond, on lève la barre comme ça. Puis deadlift. Puis dans les 3 levées, dans le fond, c'est une charge maximale qu'on lève pour une seule répétition. Fait que comme en haltérophilie, dans le fond. Puis moi, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'est l'aspect force. L'aspect, tu sais, je me sentais comme... J'ai une plateforme de deadlift chez nous à l'effigie de Louis Cyr, justement. Là. C'est comme un de mes inspirations à la base. Parce qu'on est quand même... Les Québécois, on est quand même un peuple d'hommes forts, là, à la base. Il y a beaucoup de tours de force qui ont été faits avec les années. Là. Ça a commencé avec Joe Montferrand, Louis Cyr, après ça. Puis Louis Cyr, il a amené une vague dans le temps, ça se passait dans des cirques, là, les tours de force. Là. Puis là, aujourd'hui, maintenant, c'est dans des fédérations comme la dynamophilie, l'haltérophilie. Fait que c'est par l'entremise de sport, mais les Québécois ont tout le temps été un peuple qui aimait ça faire des tours de force. Puis j'en fais partie aussi. Fait que squat, bench, deadlift, ça m'a vraiment drivé pendant 2 ans. J'ai fait ça beaucoup d'entraînement de ça, assez intense. Ça prend beaucoup de sommeil, bonne nutrition, ça prend le surplus énergétique, pour beaucoup de protéines aussi pour avoir assez d'énergie, puis cette protéine pour développer de la masse musculaire. Puis après ça, ben, l'entraînement, ben, c'est spécifique. Faut devenir bon dans le squat, dans le bench, dans le deadlift. Il faut être un technicien de ces levées-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est de rajouter du poids sur la barre. Tout le temps rajouter un petit peu. Comme, comment il s'appelait? Milo de... Je sais pas trop, là, tu sais, qui se promenait avec un bœuf sous l'épaule. Puis à un moment donné, c'était un bœuf de plus en plus gros sur son épaule. C'est comme une des premières... C'est une légende urbaine ou c'est Non, c'est une vraie affaire. C'est une légende d'haltérophilie, là? Ben, c'est une légende dans la mythologie grecque. Dans le fond, c'est un jeune homme, dans le fond, qui voulait commencer à s'entraîner. Puis là, ben, c'est vraiment comme romancé à l'époque. Là. Fait qu'au début, il pogne un veau, il met sur son épaule, il marche avec. Là, après ça, progressivement, puis il finit avec un bœuf sur son épaule. Là, okay. Puis là, Louis Cyr, c'était l'histoire qu'il a pris lui au début pour s'entraîner aussi. Fait que là, il vivait sur une terre agricole. Fait qu'il prenait une poche avec des bins dedans, whatever, là, du grain. Là. Puis il mettait ça sur son épaule, il marchait avec ça, il faisait des squats, whatever. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec sa poche de grain. Puis progressivement, il rajoutait des grains dedans jusqu'à temps d'avoir une poche qui pesait 800 livres, mettons. Là. Ouais. Puis un de ses premiers tours de force à Louis, justement, ça a été de lever une roche qui a été pesée, je pense, à 522 livres, là, quelque chose de même. Là. Il a levé ça de par terre, il l'a pris, il l'a amené à son épaule, puis, tu sais, fait que ça, c'était vraiment impressionnant. Encore aujourd'hui, là, il serait dans les meilleurs au monde. Là, ça, je me base sur le film de Louis Cyr. C'était ça avant qu'il devienne populaire? C'était pour montrer aux Irlandais là, la force qu'il avait? Ça, dans le fond, c'est la scène où il montre aux Irlandais comment... ben, tu sais, dans le fond, c'est parce que c'est les Canadiens français qui étaient partis du Québec pour s'exiler au Massachusetts. Là. Il y avait des usines de coton là-bas, puis tout, là. Fait qu'il y a eu un exode des Canadiens français à cette époque-là. Là. On va faire un épisode d'histoire, ça a l'air. T'inviteras mon père pour qu'il parle de ça. Là. Mais c'est ça, fait que là, ils sont allés là-bas. Fait qu'il y avait une rivalité, évidemment, entre les Irlandais et les Canadiens français, qui étaient les deux peuples pauvres qui se battaient pour les mêmes jobs dans des factories, comme ils appelaient, là, des usines de coton. Puis là, c'est ça, à un moment donné, la scène classique, il y a une roche à terre, puis là, tout le monde est comme, impossible qu'il y ait personne qui soit capable de lever ça. Puis là, Louis Cyr, il arrive, puis il la lève, puis il a 18 ans à l'époque, puis il lève une roche de 520 livres, puis personne ne le croit. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, les gens ont commencé à le respecter. Là, puis là, ça l'a déclenché sa carrière vers le domaine du cirque, où c'était là que les tours de force se faisaient. Là, c'est sûr, on s'est éloigné un petit peu parce que, encore là, t'es passionné, tu oui. connais ton sujet, t'es étudié là-dedans. Oh oui. Mais, tu sais, dans le fond, j'ai oublié, c'est quoi du powerlifting déjà en français? Dynamophilie. Dynamophilie. Ouais. C'est passé d'un passe-temps à une habitude de vie. Ouais. Puis tu fais-tu encore des compétitions? Non, j'ai arrêté, mais j'en ai fait 3 là, en 2 ans, dans le fond. Là, parce que ça, tu fais pas ça chaque semaine, une compétition de powerlifting, parce que ça te prend des gros blocs d'entraînement d'à peu près... Tu sais, ça prend au moins 3 mois entre chaque compétition pour que ça vaille la peine, parce que développer de la force, ça prend beaucoup de temps. Là, mais tu gardes ça pour le plaisir. Ouais, aussi, c'est ça. Puis t'as-tu d'autres passe-temps? Tu sais, je sais, t'as peut-être une petite fibre musicale, une petite fibre... T'es un
Mégalomane. Non, pas Mégalomane. C'est quoi la musique déjà? Mathieu, aide-nous. Ok. C'est Mélomane. Mélomane, ouais, Mégalomane. Mégalomane, je sais pas c'est quoi, mais ça sonne pas bien. C'est 25% de tarif là, sur l'aluminium puis l'acier. Ah, ok, Mégalomane, c'est ça. Okay. Quand tu penses que le monde t'appartient. Ouais. C'est ça. Yes. Mélomane. Bien. Oui. T'as la fibre, t'as l'acoustique dans l'oreille. L'acoustique, ben oui, ben je suis rentré ici, je tapais des mains comme ça pour voir, puis le son est excellent en studio. Mais oui, non, j'étais un tripeux de musique. Puis là, dans le fond, c'est ça, tu vas le recevoir bientôt à l'émission. Si tout se passe bien, là, André. Ben oui, c'est ça, je me suis fait un nouvel ami cet été, André, puis on a commencé à faire de la musique ensemble. Tout le temps été un gros tripeux de musique, mais j'ai jamais appris d'instrument parce que dans le parcours académique que j'ai fait, j'ai jamais eu aucun cours de musique. À part quelques-uns très rudimentaires au primaire, là, mais ça n'a pas fait long feu. Fait que c'est ça, j'ai jamais appris d'instrument ou rien. Puis là, ben, j'ai comme développé une passion avec lui pour dire, ah ben là, ok, lui, il est capable de jouer n'importe quoi, à guitare, la bass, c'est un musicien jazz, il était formé classique au trombone. Fait que, tu sais, c'est un vrai de vrai musicien. Puis moi, ben, j'étais un apprenti musicien, fait que j'ai commencé à écrire des paroles de chansons, parce que j'ai tout le temps eu cet aspect-là, écriture, là, pour écrire, que ça soit de l'humour, du théâtre, whatever. On faisait beaucoup de pièces de théâtre au secondaire, c'est tout moi qui écrivais de A à Z, j'ai tout le temps eu cette capacité-là, cet intérêt-là, pour faire de quoi de souvent humoristique, là, on va se le dire. Là. Je suis moins dans le dramatique, mettons. Là. Fait que c'est ça, je suis plus dans l'humour. Fait que c'est ça, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Rapidement, il a vraiment aimé mes paroles, il trouvait ça drôle, il trouvait ça bon, tu sais. Il trouvait que ça fitait avec notre style. Fait que lui, on a commencé à mettre des accords là-dessus. Puis petit à petit, comme ça, on a développé des chansons. Puis là, ben, au moment où on se parle, on est rendu à 10 chansons qu'on sait de A à Z qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on les jamme ensemble en ce moment. Bon, là, on les a juste enregistrés sur un téléphone. On n'a pas rien. Mais là, on a commencé à enregistrer des vocales. Fait que c'est moi qui chante. Je fais pas juste écrire les paroles. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant aussi parce que, évidemment, le chant... Ben, il y en a qui sont talentueux à la base. Là, je pense que tous ceux qui sont des légendes du chant, souvent, mettons, par exemple, Freddie Mercury ou Stevie Wonder, ou nomme-moi n'importe quel bon chanteur, à la base, il était comme déjà talentueux. Mettons Ginette Renault au Québec, là, qui a commencé à 5 ans à chanter dans les sols d'église, puis elle avait l'oreille absolue sûrement, puis elle était capable de chanter. Puis après ça, elle a fait ça toute sa vie. Mais il y a beaucoup d'autres gens aussi, comme par exemple, je sais pas, là, j'avais déjà vu Ed Sheeran, que en entrevue justement à TV, comme on fait là, il avait fait jouer une pièce musicale, sa première pièce musicale, là, puis il faussait, c'était terrible. Fait que c'est là qu'on voit que, comme dans n'importe quoi, dans le sport, dans n'importe quel aspect de votre vie, il y a un aspect... on est capable de s'adapter, l'humain, là, on est capable d'apprendre beaucoup de choses. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant. Pour le chant, pour la musique en général, c'est principalement l'oreille. Fait que faut vraiment... Moi, je savais pas c'était quoi un do ou un mi. Là, je savais pas faire la différence entre les deux. Fait que là, commencer à faire des gammes, commencer à chanter, commencer à avoir la respiration, le soutien, comment on place sa bouche quand on chante, comment on place tout ce qui est le système oropharyngé, dans le fond, là, pour justement bien projeter le son, puis tout ça. Puis c'est ça. Fait que j'étais pas bon naturellement. Là, au début, André, il pourra vous le dire, c'était pas vargeux. Puis là, ça commence à être vraiment mieux. On a commencé à réenregistrer des vocales. Puis là, ça s'améliore. C'est pas 100% comme je voudrais que ça soit, évidemment, parce que je suis assez critique envers moi-même. Fait que je veux tout le temps me développer. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a vraiment une belle progression. Puis je pratique pratiquement à chaque jour. Là, fait que ça se passe bien là-dessus. Puis là, bon, on a trouvé d'autres mondes aussi, un batteur là, pour venir faire nos tracks de drum pour nous autres. On a un bassiste avec nous. Fait que là, vraiment, on a comme le full squad pour qu'on fasse un album. Puis on veut lancer ça bientôt là, sur Spotify, Apple Music, les plateformes dans le fond. Ouais. On veut vraiment comme mettre ça à terme, faire ce projet-là. C'est comme notre premier projet ensemble. Puis là, on a déjà dans l'idée l'été prochain, ou la prochaine fois, dans le fond, qu'on va avoir des vacances en commun, moi et André, de juste aller se cacher dans le bois, puis écrire ensemble. Puis... Parce que là, dans le fond, j'ai écrit le premier album sans savoir c'était quoi de la musique, point. Fait que je faisais juste écrire des paroles, puis là, j'essayais d'inventer des mélodies, mais juste inventer une mélodie aussi, c'est assez difficile, veux pas. Puis moi, j'avais la mauvaise habitude, en tant qu'amateur de musique, de prendre des mélodies qui existent déjà. Fait que on avait une tune que là, j'avais la même mélodie que Johnny B. Good là, de Chuck Berry.
puis ça me sortait plus de la tête. J'avais écrit les paroles telles quelles, comme si je faisais Johnny B. Good, mais en français, dans le fond, là, mais tu sais, ça racontait une autre histoire, mais tu sais, c'était sur cette mélodie-là, très rock'n'roll. Puis là, un moment donné, j'étais plus capable de me sortir de la tête. Puis là, ça a pris des mois, puis là, on vient de la finir, cette chanson-là, justement. On a trouvé une autre mélodie. Mais là, je commence beaucoup à comprendre. En pratiquant, justement, avec mon cours de chant, je pratique des chansons principalement en ce moment d'Elvis Presley, de Sinatra, qui est plus dans mon registre de voix, mettons, le plus baryton. Là. Fait que là, je pratique beaucoup de piano, de partition. Fait que là, en les pratiquant sur le piano, fait que je chante la mélodie en faisant les notes sur le piano, ben là, je vois un peu comment ça se construit une mélodie. Fait que là, quand ça va venir le temps de faire un prochain album, prochaine chanson, là, j'ai comme beaucoup plus d'expérience là-dedans. Là, tu sais. T'as dit baryton, c'est quel niveau ça de tonalité? Je pense, je pourrais me tromper, mais je pense que la majorité des gars sont barytons. Toi aussi, je pense que t'es baryton juste dans la façon que tu parles. Ben, t'as une voix assez grave et portante. Là. Ouais, c'est plus ça comme le... Ouais, mais toi aussi quand même, c'est un peu le même principe. Fait que baryton, c'est un registre qui est quand même assez bas. Le plus bas pour les hommes, c'est basse. Là. Fait que ça, tu vas vraiment chercher des notes qui sont vraiment plus basses. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis après ça, au-dessus de baryton est comme au milieu. Après ça, t'as ténor. Fait que ça, ténor, par exemple, au Québec, ça serait comme le chanteur des 3 accords, mettons. Simon, lui, il est vraiment ténor. Fait que même dans ses registres plus bas, il est déjà plus haut que moi, mettons. Là. Qu'est-ce que je serais habitué de faire? Donc, quand vient le temps de chanter des chansons des 3 accords, tu m'as vu quand on a fait notre spectacle c'est pas facile. À Noël, c'était plus difficile. Tu sais, des chansons comme par exemple, juste une chanson simple que, mettons, J'aime ta grand-mère, ben, tu sais, moi, je la ferais dans un registre qui serait beaucoup plus bas que Simon. Puis lui, ben, naturellement, il se place dans un registre plus haut. Puis en plus, comme n'importe quel chanteur, c'est le fun de justement pousser la note, aller plus haut. Mais là, moi, je suis vraiment loin, là, tu sais. Fait que c'est ça, des chanteurs ténors, là, tu sais, ça serait, mettons, Sting avec The Police. Pas mal tous les chanteurs rock, là, je te dirais, ils ont tendance à aller plus vers le registre ténor, là, tu sais, comme Guns N' Roses, Freddie Mercury avec Queen. Ils vont beaucoup vers ce registre-là, beaucoup plus aigu, qui est plus intéressant dans la musique rock. Mais en même temps, moi, dans mon thème de voix, naturellement, j'ai plus l'aspect comme un peu crooner, l'aspect Elvis Presley, Sinatra, toute cette période-là. Je suis en mesure de mieux chanter ces chansons-là, mettons. Là. Ça fait combien de temps que tu prends des cours de chant? Ben là, ça va faire seulement genre 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Ah, ben oui. Non, c'est ça, je viens de commencer. C'est ça, j'ai commencé avant Noël, fait que là, ça fait même pas 2 mois dans le fond. C'est ça. T'sais. Puis honnêtement, je progresse très rapidement, ce qui surprend quand même ma prof, mais tu sais, je suis un intense dans tout ce que je fais, fait que c'est ça, je progresse quand même vite. Mais la musique, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, mettons, j'arrive d'un background complètement différent, là, plus de sport, plus de sciences aussi. On a fait beaucoup de sciences là, au cégep, à l'université. Puis il y a quand même un code qui est très rigoureux là-dedans aussi. Là. Quand tu fais un plan d'entraînement, là, c'est prédéterminé combien que tu vas faire de séries, de répétitions au squat, avec tel poids, telle intensité, tel volume, combien de fois par semaine. Tout, il y a un cadre rigide. En musique, c'est la même chose. On parle beaucoup de la musique comme étant un art, mais c'est l'art qui est le plus mathématique. Là. C'est fou comment c'est rigide. Là, t'sais. Fait que tu sais, l'aspect, toi, t'es un musicien, puis tout, t'es gelé, puis t'es dans ta tête, t'es dans les nuages. Mais la vérité, c'est que, mettons, on va dire les Beatles, pour qu'ils fassent une chanson, ben, faut pas juste qu'ils prennent du LSD puis du pot avant, comme ils ont sûrement fait beaucoup, tu sais. Oui, ils font ça, mais après ça, quand ça vient le temps de l'enregistrer, là, écoute, là, c'est à la seconde près. Puis quand tu suis pas le rythme, le tempo, on le sent tout de suite. On va le sentir tout de suite à la guitare, la bass, le drum, whatever. Même la voix, si t'arrives pas au bon moment, on va le sentir. Puis après ça, si tu fais pas les bonnes notes, ben là, ça, c'est encore pire. On entend tout de suite l'aspect dissonant, la dissonance dans le son. Puis là, bon, on sait que, OK, on recommence. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que la musique, c'est un art, mais c'est très, très mathématique. Puis moi, ça me rejoint beaucoup, justement. Là. Fait qu'après ça, il y a l'aspect plus, justement, artistique. Quand ça vient le temps d'écrire les paroles, de trouver un sujet qui m'intéresse, OK, ben je veux parler de tel sujet par rapport à l'environnement, à la politique, juste parler, raconter l'histoire d'un personnage, comme les Cowboys fringants font souvent, mettons Marcel Galarno, tu sais. Ils racontent l'histoire de quelqu'un, puis là, bon, on passe une histoire avec ça, tu sais. Ça, c'est l'aspect plus artistique. Après ça, quand ça vient le temps de chanter, ben là, tu sais, oui, il y a moyen de rendre ça plus chansonnier, faire des jokes, le fun. Tu sais, Sinatra aussi, là, quand tu l'écoutes en live, là, il fait beaucoup de commentaires, beaucoup de jokes, il niaise son public. Plume la Traverse aussi, tu sais, faisait beaucoup ça au Québec. Mais ça reste que, quand ça vient le temps de chanter, puis tu sais, chanter My Way, ben il y a juste, faut que tu fasses les bonnes notes, là, tu sais.
C'est ça. C'est vrai, Sinatra, moi, je préfère l'écouter quand il est en live, là, en Live, il est direct. très drôle parce qu'il fait des jokes, puis honnêtement, il y a tellement un accent américain slang de cette période-là, là, des années 40, 50, 60, principalement, là, c'est ses meilleures années. Puis écoute, là, des fois, là, t'es comme, OK, viens-tu vraiment juste de dire ça? Dans le temps, il était vraiment cru pour l'humour dans cette période-là aux États-Unis, là, fait que non, c'est... Puis lui aussi, c'est une bête de scène, ce gars-là. Fait que... J'en doute pas. Ben, tu vas le devenir toi aussi. Ben, j'espère. Mais là, tu nous sors depuis tantôt des artistes, des groupes musicaux. Ouais. Tu as une palette là, de chansons, tout, là, de musique que tu écoutes. Mais tu sais, mettons, tantôt, je voulais te demander tes musiques, mais c'est plus tes albums préférés que tu voulais que je te pose. Ben c'est ça, je t'ai demandé spécifiquement parce que juste choisir des types de musique. Non, j'aime un peu là. Tout, là, fait que, à part peut-être le rap, là, que c'est moins mon style. Là. Mais, tu sais, mettons qu'on a choisi 3 albums, faut au moins qu'il y ait un album des Beatles dans ça. Ça, c'est sûr. André serait content que je dise ça. Là. Lui, ils aiment pas tant. Là. Moi, je trippe sur eux autres, gros fan. Fait que, tu sais, des Beatles, là, tous les albums sont bons. J'aurais tendance à dire que mon meilleur, ça serait Revolver en 66. Celui-là, vraiment... Ça le dit dans le titre, le Revolver, c'est comme une période de révolution pour les Beatles. Ils ont vraiment changé leur son à ce moment-là. Ils avaient commencé un petit peu avec l'album avant, Rubber Soul, mais à Revolver, c'est vraiment cet album-là que, OK, là, vraiment, il n'y a plus de limite à qu'est-ce qu'on peut faire en termes de musicalité. Là, on peut vraiment réinventer tout. Puis, les Beatles se sont vraiment inspirés pour cet album-là des Beach Boys. Je ne sais pas si tu connais ce groupe-là. Qui ont fait Pet Sounds, qui est sûrement l'album le plus important des années 60, là, en termes de musique. Mettons, les Beatles, c'est le groupe le plus important des années 60. Mais si on a à cibler un album qui a vraiment révolutionné la musique pop, là, c'est Pet Sounds en 1965 des Beach Boys. Toute cette sonorité-là qu'ils ont développée. Parce que Brian Wilson, un des... Je sais pas si je pense qu'il est chanteur pour ce groupe-là, là. Mais lui, il avait comme vraiment comme l'oreille absolue, puis il entendait tout, n'importe quoi qui était dissonant, il l'entendait instantanément. Puis lui, ça le dérangeait énormément. Fait qu'il y avait comme un souci de la perfection, mais un niveau là, extrême, là, t'sais. Fait que c'est le même qui était capable de développer un son qui est aussi bon. Puis quand on écoute les Beach Boys, on le voit vraiment qu'il essayait vraiment tout le temps d'aller chercher un son qui était comme parfait, qui était vraiment je sais pas comment dire, là, mais juste parfait, là, tu sais. Puis là, les Beatles, ils ont entendu ça, Pet Sounds, ils ont fait OK, man, notre titre de meilleur band du monde, il est en jeu. Fait que là, faut qu'on arrive avec de quoi qui va révolutionner le monde de la musique comme ils viennent de faire. Fait que là, ils ont fait Revolver, qui a vraiment... Tu sais, toutes les tunes sur cet album-là, c'est pas nécessairement les plus gros hits des Beatles, mais pour moi, c'est les chansons les plus importantes des Beatles parce que ça va mettre un tournant dans leur série d'albums. Puis après ça, ils vont arriver avec Sgt. Pepper tout de suite après, qui est l'album pop le plus important de l'histoire d'après moi, juste après. C'est pas mon préféré, mais je vois le rôle que cet album-là a dans l'histoire de la musique. Puis ils finissent avec la chanson A Day in the Life, que t'aimes bien aussi de John Lennon. Là. Ouais, c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que ce tune-là qui est assez légendaire aussi, qui est sûrement une des chansons les plus importantes de la discographie des Beatles. Fait qu'après ça, tous les autres albums qui suivent après ça jusqu'au Let It Be, c'est vraiment légendaire. Fait que c'est ce tournant-là en 66 pour moi qui fait que c'est un des albums les plus importants pour moi. Après ça, un autre album. Faudrait avoir un album de Led Zeppelin là-dedans aussi. OK. Parce que... T'aimes beaucoup Led Zeppelin. Là, ouais, c'est sûrement mon band préféré après les Beatles. En tout cas, il y a une grosse rivalité entre les deux pour moi. Là. J'ai de la misère à me décider, ça dépend des journées. Mais ouais, je pense que Led Zeppelin 2, le deuxième album, moi, ça serait mon préféré avec Whole Lotta Love au début. Là. Ça donne le ton à cet album-là, mettons. Là. Fait que, ouais, cet album-là, c'est l'album des riffs. Là. Tous les gros riffs sont là sur cet album-là, vraiment. Mais tous les albums de Led Zeppelin, je suis méga fan d'eux autres aussi. Mais cet album-là, l'aspect Robert Plant, on n'avait jamais entendu une voix similaire à ça vraiment à l'époque. Par après, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés d'eux. Ça l'a façonné l'image du rock après ça, d'aller chercher justement cette haute voix-là qui est perchée vraiment dans des sons aigus. Là, après ça, on l'a vu avec plein d'autres bands des années 70, 80, 90. Mais eux autres, c'est comme un peu les premiers à le faire. Puis vraiment, c'est comme l'orchestration de Jimmy Page là-dedans est écœurant. Là. Il a choisi ses musiciens, il a choisi Robert Plant, il a choisi John Bonham au drum. Il connaissait déjà John Paul Jones qui jouait de la bass puis du clavier. Puis il a fait... C'est le premier comme super groupe qui a été formé. Là. Parce qu'avant, les groupes, c'était tout le temps une gang de gars comme les Beatles, mettons, qui viennent d'un petit quartier à Liverpool. Puis des gars pauvres. Puis là, ben, ils grandissent ensemble. Puis leur rêve, c'est de devenir des musiciens professionnels et gagner leur vie avec ça. Puis Led Zeppelin, c'est comme le premier band que
Jimmy Page il était assez intelligent parce qu'il était dans d'autres bands avant ça. Puis là, il était capable de dire, OK, ben moi, je veux créer de quoi de différent qui va vraiment être la meilleure affaire qu'on a jamais vue, là, tu sais. Fait que là, il dit, ça me prend le meilleur bassiste, ça me prend le meilleur drummer, le meilleur chanteur. Fait qu'il a pris du monde qu'il connaissait pas nécessairement, tu sais. Il connaissait pas Robert Plant, il connaissait pas John Bonham au début. Puis, tu sais, ces deux gars-là, tu sais, chacun des gars dans ce groupe-là peut être dans la discussion pour le meilleur dans chacun des instruments, tu sais. Robert Plant, meilleur chanteur, meilleur guitariste, meilleur, tu sais. Fait qu'on peut les positionner dans ces catégories-là, ce qui en dit long sur le niveau de musicalité de ce groupe-là. Là, il joue des tunes, c'est tellement tête, là, c'est incroyable. Je me souviens, je sais pas si ce groupe-là, ça se peut que je fasse une erreur. C'était pas lui, c'était soit le bassiste ou le guitariste. Il y avait une manière de jouer, soit qu'il jouait avec la guitare à l'envers ou jouait avec une double guitare. C'était-tu ce groupe-là? Ben, Jimmy Page, il jouait avec une guitare double. Ouais, parce que sur Stairway to Heaven, par exemple, il y a ces deux manches de guitare. Mais qui tourne la guitare? Je pense que ça, c'est McCartney au début qui a commencé comme ça. Guitare, c'est lui la guitare à l'envers. Ouais, ça, c'est les Beatles. McCartney, il est gaucher. Puis ça, c'est drôle, j'ai commencé à jouer de la guitare, mais moi, je joue de la droite. Fait que je suis pas un vrai gaucher, finalement. En tout cas, difficile à comprendre. Mais à l'époque, justement, mettons McCartney, fin des années 50, début 60, des guitares gauchers, encore aujourd'hui, il y en a pas. C'est vraiment difficile à accéder. Tu sais, tout le monde est droitier dans la vie. Fait que lui, il a juste pris une guitare de la droite, puis il l'a viré de l'autre bord. Il a commencé à jouer. Puis ça a demeuré comme ça pendant un bout. Il a appris comme ça, puis à un moment donné, bon, ben là, il y avait le luxe de se payer des instruments qui étaient déjà placés de son côté. Mais si tu y penses vite, là, tu sais, mettons, t'as tes 6 cordes de guitare, ben là, lui, sa corde basse était en bas complètement au lieu d'en haut. Tout est à l'envers. Ça devait être tellement mêlant à apprendre, mais en même temps, c'est là que tu vois le génie de ces gars-là, de comme ils ont appris avec peu de moyens, ils ont juste bisouné ensemble, puis c'était un des avantages qu'il disait McCartney, en fait, là, d'être avec Grand Chum avec Lennon au début. Ils se regardaient face à face puis ils pouvaient jouer un face à face de l'autre, vu que c'est comme l'effet miroir. Là, lui était gaucher, l'autre il était droitier. Fait que ça les a aidés pour ça. Puis, dernier album qu'on pourrait choisir. J'en prends-tu un québécois? J'en prends-tu un... Tu peux. Ben là, tu as deux inspirations. Ouais. Les Zeppelin viennent aussi de Royaume-Uni. Angleterre aussi. Puis Beatles aussi. Faudrait que je prenne de quoi de québécois? T'as parlé de 3 accords tantôt. Oui, je parlais des 3 accords. Mais mettons, c'est parce que 3 accords, il n'y a pas un album spécifique. Ben, c'est peut-être dans mon corps là, qui est vraiment solide comme album. T'aimes beaucoup Bob Bissonnette? Ouais. Y a-tu fait un album ou une chanson ouais, ben Bob, en général, l'ensemble de son œuvre, je suis un gros fan juste par. Pas nécessairement l'aspect musique, plus l'aspect parole. L'aspect très chansonnier. On parle de hockey, on parle de baseball, on parle de sport en général. Là, des thèmes qui me rejoignent beaucoup. Mais ouais, pour un album québécois, j'aurais tendance à dire. Je vois-tu avec Harmonium? En tout cas, belle palette, écoute, il y a Harmonium, 3 gros albums. Mais on va définir ça. Là. Cowboy Fringant, La Grand-Messe. Je pense vraiment, ouais, ça c'est l'album qui revient pour moi là, chez les Cowboys Fringants. Beaucoup de gens aussi, là, ils vont dire que c'est leur meilleur album. Je pense que c'est leur 3e dans le fond. Là. Puis c'est sur lui qu'il y a Les Étoiles Filantes, TQ, 8 secondes, toutes les hits sur La Reine, tous les hits sont sur cet album-là. Puis c'est un manifeste politique, environnemental, social au début 2000. Là, c'est l'arrivée de Jean Charest au pouvoir, je pense, en 2003, à peu près. Là. Ouais, faut que ça leur donne le temps d'écrire un album. Là. Fait que souvent, c'est ça. Il y a des groupes là, à savoir plus politique. Là, eux, c'est des fervents souverainistes. Là. Fait que quand ils ont vu ça, Jean Charest qui arrive au pouvoir, ils ont fait comme OK, ouais. Là, la situation de la planète, l'environnement, la situation politique, ils ont fait comme OK. Non, il y a un climat où on va écrire un album vraiment là, qui est. C'est ça. Puis c'est, à ce jour, là, c'est encore d'actualité. Il y a beaucoup de chansons qui sont d'actualité sur cet album-là. Là. Fait que. Ouais. Puis toi, je reviens maintenant à tes créations puis aux chansons là, que vous générez avec les autres gars. Toi, c'est-tu plus quelque chose aussi? T'as-tu plus la fibre à l'écriture politique? Tantôt, tu disais beaucoup d'humour. Ouais. C'est peut-être plus des chansons comiques qui se ressemblent aux 3 accords. Ben, humoristique, c'est sûr que c'est comme plus facile à faire, je trouve, ben, pas plus facile, mais on dirait que j'ai pas la prétention encore de dire « OK, non, je suis un musicien accompli » puis tout. Fait que, tu sais, c'est plus facile pour moi d'y aller avec des chansons comme dans le style de Richard Desjardins, « J'aurais dû, ben du don dû, fermer ma grand gueule », là, tu sais, plus cet aspect-là chansonnier, du Marcel Galarno,
des Cowboys fringants, ou les colocs, grosse inspiration aussi, Plume la Traverse. Fait que, tu sais, vraiment le gros côté chansonnier qu'on a au Québec. Puis, à date, c'est ça, là, c'est beaucoup des chansons humoristiques, mais beaucoup qui parlent de d'autres personnes. On est beaucoup dans des chansons qui racontent l'histoire d'un personnage. Tu sais, comme on a une chanson, par exemple, que c'est... Ben, on a beaucoup de chansons que j'ai écrites par rapport à des gens que je connais dans mon entourage. Tu sais, je prends l'inspiration qu'il y a autour de moi. Là. C'est ça pour tout le monde qui écrive. Là. Puis là, ben, je travaille à l'hôpital, justement, en nutrition. Puis là, ben, j'avais des employés on n'a pas parlé de ça? Non, c'est pas ça. J'espère que tu fais pas des chansons sur tes patients, là. Non, pas... Ben non, t'es-tu fou? Ben non. Non, c'est ça. Mais d'autres employés avec qui je travaille, puis il y a un Vietnamien, par exemple, que la première fois que j'ose avec, il m'a raconté comment il s'était fait avoir par un ladyboy au Vietnam, quand il était là dans un bar. Fait que là, il dit, je t'assure, c'est une fille. Puis là, finalement, ben, un moment donné, j'ai vu que la fille, elle avait une graine dans son pantalon. Fait que... Puis là, il me raconte ça, c'est la première fois que je le rencontre. Puis tout, il me compte ça sur l'heure du dîner. Hein, on rit. Puis tout. Puis là, je suis comme, il faut que j'écrive ça. Je regarde André, je dis, faut que j'écrive une tune là-dessus. On avait déjà écrit une tune à ce moment-là. La première tune qu'on a écrite, c'est sur un autre employé qu'on voulait un peu. C'est un peu un hommage. On rit un peu de lui en même temps. C'est pas clair. Langue est bizarre. Mais c'est ça. Fait qu'au début, beaucoup des chansons à saveur humoristique. On a des chansons d'amour aussi, mais qui ont quand même une saveur humoristique, un peu comme Bonjour Huguette de Paul et Paul. Là, pour les deux qui ont compris à la maison, yes sir, Paul et Paul, légendaire. Fait qu'il y a Claude Meunier, Serge Thériault. Et le troisième. Et là, Paul et là, dans le fond, là, qui était Claude Grisé, je pense. Là. Fait que c'est ça, fait que on a une chanson d'amour que c'est moi qui, dans le fond, quand je chante, évidemment, j'incarne le personnage, je veux pas. Plus comme un gars de 22 ans qui est moi, qui chante que je tombe en amour avec une madame, la reine du Congo, qui a 55 ans, qui est déjà mariée, qui a des enfants. Mais moi, je tripe sur toi, Marie, t'es la femme de ma vie, pis tout. Puis là, mais tu sais, c'est ça, c'est très cet aspect-là, 3 accords, tu sais, qui est très humoristique, deuxième degré, tu sais, très absurde. Limite Denis de Relais, là, tu sais, on a une chanson aussi, là, que je te ferai écouter, là, mais tu vas te dire, ok, ouais, non, ça, c'est vraiment inspiré des Denis, là. Mais tu sais de quelle chanson elle s'inspire? Oh yeah! Non, ben en fait, je répète tout le temps la première phrase. Je dis, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis en gros, c'est la première chanson qui va ouvrir notre album. Puis ça présente l'aspect... hey, on fait un projet musical, moi je suis pas musicien, fait que penses-tu que c'est une bonne idée qu'on s'embarque là-dedans? Là, André qui commence à être chum avec moi, là, on trouve du monde. Là, c'est un peu compliqué de partir un album quand t'as pas de groupe ou quand t'as des ressources limitées financières, matérielles, tout ça. Fait que là, je suis juste comme, hey, on écrit une tune, c'est juste, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis là, j'étais comme, ok, ben là, au début, j'avais juste cette idée-là de dire, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis là, juste des lignes automatiques, un peu comme les Denis de Relais, mettons, je sais pas, moi, donner du coke à un bébé, tu sais, juste des affaires de même. Fait que là, c'est juste ça au début, le premier verse, c'est ça, puis là, toutes ces bonnes idées, bon, puis... Fait que là, je raconte un peu l'idée des gars caves qui sont juste là en train de dire, hey, mettons, on met du gaz là-dedans, on crisse le feu, tu sais, puis juste cette idée-là de l'esprit cabochon, un peu, là, de Denis de Relais, justement, on essaie des affaires, pense que c'est une bonne idée, man, tu sais. Puis finalement, la chanson a fini que c'est l'aspect, ben, garde, on part un projet musical, puis penses-tu c'est une bonne idée qu'on fasse de la musique, puis là, ça transitionne vers un sujet plus sérieux qui est justement notre processus artistique, puis tout ça. Puis finalement, ben, on conclut la chanson en disant, ben oui, c'est une bonne idée, puis là, ben, ça part notre album de même. Puis c'est parti de toi qui voulais chanter, André qui joue la guitare. Ouais, puis qui cherchait. Il a déjà été dans d'autres groupes, mais tu sais, en musique, comme j'ai dit tantôt, faut que tu sois très rigoureux, très mathématicien, parce que c'est tout. Il y a un tempo, il y a des notes à suivre, tout ça, puis c'est très mental, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, moi je fais de la musique, mais tu sais, c'est l'esprit plus bohème, moins rigoureux, pis tout ça. Fait que des fois, partir des projets avec des gens en musique, c'est très difficile d'avoir des gens qui vont se présenter, qui vont venir faire les trucs qu'ils ont besoin de faire. Puis moi puis André, on a cet aspect-là justement qu'on aime ça. On aime être dans le processus de justement s'asseoir, commencer à composer, puis let's go. On travaille là-dessus. Fait qu'on met beaucoup de temps là-dedans. Puis ça paraît dans les paroles, dans la musique. On a travaillé là. En tout cas, quand ça va sortir, on espère que ça va donner un résultat intéressant, mais on s'arrange pour que ça soit intéressant. Puis moi, je me rappelle plus qu'est-ce que je disais par rapport à ça. Ben, c'est plutôt. Tu parlais de André avec la fibre musicale. Mais après ça, c'est-tu le bassiste ou c'est le batteur qui. Ça me fait bizarre de dire ça. Qui travaille dans un magasin de musique? Ouais, le bassiste, il travaille au Long & McQuaid à Châteauguay. Justement, lui, il y a un autre groupe. D'après moi, il est déjà venu à TVSO. Là. Je l'avais déjà vu, j'avais déjà vu passer à la TV ici. Là.
avec son groupe Les Obliques, là, dans le fond. Là. Fait que eux autres, c'est très style mes aïeux, là. C'est vraiment bon pour de vrai aller écouter ça. Là. Puis c'est ça, fait que folklorique, néo-trad, là, dans le fond, comme on pourrait dire. Là. Puis ouais, c'est ça, fait que lui, déjà, plus vieux, pas mal plus vieux que nous autres, expérimenté. Fait qu'il arrive, puis lui, ça fait genre 15 ans qu'il joue de la bass. Fait que, tu sais, première fois qu'on le rencontre, je dis, hey, ça te tente-tu, tu sais, de. On commence à jaser, on a des intérêts communs, on parle d'harmonium. Tu sais, un gars qui parle d'harmonium aujourd'hui connaît la musique, là, tu sais. Fait que là, moi, je joue de la bass, tout parfait, ça te tente-tu de venir jouer avec nous autres? Fait qu'il débarque chez nous un soir, on commence, on lui montre les chansons. Il apprend ça à peu près en 2 secondes, il est capable de les jouer, il nous suit parfaitement. Puis là, on est comme, hey, parfait, c'est un fit incroyable. Puis il fit dans notre énergie aussi, dans les chansons qu'on fait. Puis c'est ça. Puis on a un ami d'André, justement, qui est drummer. Puis dans le monde de la musique, ben, des bassistes, des drummers, il en manque dans toutes les bandes. Parce que le classique, c'est un peu justement un gars ou une fille. Moi, je chante bien, je vais partir un groupe, un guitariste, tout le monde veut faire le solo de guitare devant une fille, puis tout, on s'entend. Fait que des guitaristes, des chanteurs, il y en a plein. Il y en a à pelleter. Mais après ça, quand tu pars un band, ben, cas classique comme nous autres, ben là, on est 2, puis là, il manque un bassiste et un drummer. Fait que André avait un de ses amis qui est batteur, mais il joue dans 8 bands en même temps. Fait que là, on a juste fait comme, bon, ok, ben, il veut quand même faire les tracks pour nous parce qu'il trouve ça quand même cool, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça, puis il veut, tu sais, juste l'aspect créatif, là, tu sais, juste de tout le temps être en création, puis arriver avec des nouvelles idées. Puis là, nous, on lui dit, tu sais, on y envoie des beatbox, on fait comme, hey, ça serait le fun, si tu tapes, là, on y envoie des affaires, puis là, il fait ça, puis il est vraiment bon. Là. Il étudie à l'université en musique. En plus? En percussion latine. Fait qu'il est vraiment. Percussion, c'est quoi ça, les percussions latines? Percussion, c'est n'importe quoi que tu frappes dessus, dans le fond. Mais là. latine, c'est-tu pour Amérique du Sud? Ouais. Okay, latine, style latin. Là. Fait que les percussions qu'ils ont là-bas, là, je sais pas c'est quoi spécifiquement. Qu'est-ce qu'il y a de différent de notre batterie classique, là. Mais ouais, fait qu'il étudie là-dedans, fait qu'il est vraiment bon. Fait que lui, c'est ça, là, on va tout faire pour l'avoir, on va payer s'il faut, mais on veut qu'il participe à notre album. Puis tu as parlé tantôt d'aspects plus politique, social, des sujets plus... Ben, tu sais, tu mets Plume, Cowboy Fringant, les colocs, ils ont eu leur tourne politique là, ou actuelle, puis c'est pas ça qui manque. Ben, c'est ça. Ben, une des premières chansons aussi que j'ai écrites, qui est un peu un clin d'œil à Plume, le blues de la bêtise humaine. Ouais. Bon, fait que, qui est un blues de Plume la traverse. Pour faire un clin d'œil à Plume, j'ai écrit le blues de la crise du logement, dans le fond, qui vient mettre 2 affaires en même temps, dans le fond, ma passion pour Plume. Fait qu'on parle un peu de Plume dans cette chanson-là. Je parle même de Carlos Labrosse, qui a fait un comeback, que maintenant, Carlos Labrosse, il se promène de ville en ville, il essaie de s'acheter une maison, puis il n'est pas capable à cause de la crise du logement. Puis c'est un sujet chaud en ce moment, la crise du logement. Fait que c'est le blues de la crise du logement. Fait que ça, c'est une des premières chansons que j'ai écrites. Ça va prendre à peu près 2 minutes. C'était tout écrit de A à Z. J'ai rien changé depuis. Puis ça va être la version finale. Il y a des chansons vraiment qui s'écrivent vite. Mais pour reprendre le célèbre David Lee Roth, le chanteur de Van Halen, les chansons, ça s'écrit vite, mais il faut que tu aies fait le travail en amont de lire tous les livres, regarder toutes les émissions de TV, écouter toutes les émissions de radio, des podcasts, te tenir au courant de l'actualité. Puis après ça, quand tu veux parler d'un sujet, ben, tu connais déjà tout. Fait que si, mettons, je voulais faire une chanson sur... Puis ça va se refléter aussi dans la majorité des chansons que il y a beaucoup de lignes où je parle d'actualité. Il y a une chanson que je fais une pointe à Hélène Boudreau, par exemple. Une autre chanson, je vais faire une pointe à, justement au gouvernement de François Legault, au gouvernement de Trudeau, à différentes instances politiques, différentes personnes, point, qu'on envoie des petites pointes de comme « Hey, OK, ça, t'as fait ça, on rit d'eux autres. » Fait que un peu cet aspect-là, comme tous les groupes qui ont fait de la critique sociale ont fait, là, comme les Cowboys Fringants qui ont vraiment essayé de ramasser Jean Charest, par exemple, le Parti libéral, ou le Colocasse aussi avec Libérez-nous des libéraux, t'sais. Fait que c'est ça. Le Colocasse, c'est une autre grosse inspiration, là, mais eux, vraiment, là, c'est un gros travail de connaissance générale en politique, puis de propos sociaux, puis après ça, dans l'écriture, c'est des rappeurs, il faut le dire, là, les rappeurs, vraiment, là, niveau écriture, c'est leur force. Ils sont vraiment solides. Puis le Colocasse, là, ça devait être tellement long à écrire leur texte parce que c'est juste tellement bon. Les rimes, tous les petits trucs qu'ils utilisent en musique, là, ils les utilisent à merveille. Ben merci, Will. Ça passe vite, hein, 1 heure? Ben oui. C'est tout le temps qu'on avait. J'espère qu'à la maison, je ne sais plus que vous regardez, mais que vous avez assez appris sur le co-animateur William, qui va être là de temps en temps. Yeah. Parce que
tu as des nouveaux stages. Tu peux pas tout le Ben temps oui. être là, mais certains Mais je vais essayer invités- d'être là. Je vais Ben essayer oui. d'être là. J'ai bien aimé le setup ici. C'est le fun, hein? Yeah, Mathieu. Yeah, le montage. Justin, mon chum, l'animateur. Oui. Je vais pouvoir dire que j'ai un chum qui est animateur de TV. Fait des millions. Il y a un gros contrat. Ben là, ouais, on se calme. En tout cas, fait que ouais, je vais essayer de revenir, c'est sûr. Puis on pourra essayer ton jeu avec les invités. Là. Ouais, ben là, je t'ai laissé parler, mais oui, prochainement, on fera découvrir le jeu. C'est bon. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.